C'était quoi cette merde? La fin de la durée de vie de la beauté. Je suis un éliminateur de problèmes professionnels, et mon patron a décidé que tu es un problème. Le défilé de Balenciaga est inondé. Ils appellent ça la substance 2. Une modification secrète promet une beauté absolue, transmise lors de rencontres privées et de rituels de luxe. L'élite y vend la perfection comme un plaisir immédiat. D'abord vient la peau parfaite, les visages impossibles, les corps conçus pour dominer l'algorithme. Puis apparaît l'obsession, ensuite la dégradation. Le glamour se mêle à la saleté, l'industrie du glamour n'a jamais été propre. Je parle de la série Beauté Parfaite. Et avant de commencer, merci aux membres du club Élite en minutes qui rendent chaque vidéo possible. Si tu veux faire partie de cette famille, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Tout commence par un défilé de mode, où les mannequins défilent avec élégance. Soudain, l'une d'elles devient violente et commence à frapper les invités. Désespérée de boire toute l'eau qu'elle trouve sur son chemin, sa fureur continue à l'extérieur du bâtiment, où elle vole une moto et s'enfuit de façon frénétique. Sa conduite imprudente provoque un grave accident. Blessée, elle marche avec difficulté jusqu'au restaurant le plus proche, où elle tente de boire plus d'eau, tout en attaquant violemment quiconque essaie de l'arrêter. Apparemment, la femme brûle de l'intérieur, sa peau est d'un rouge vif et se détache à mesure qu'elle transpire abondamment. Un policier dans l'établissement tente de lui tirer dessus pour stopper le chaos, mais elle le tue et s'en va en marchant. Finalement, se voyant entouré par les forces de police, le mannequin explose en morceaux sanglants. Pendant ce temps, à Paris, 2 agents du FBI, Jordan et Cooper, partagent un moment d'intimité. Jordan précise à Cooper qu'ils ne sont que des amis avec des avantages. Ensuite, la conversation dérive vers ses nouveaux implants mammaires, elle admettant qu'elle se sent désormais plus sûre d'elle. Elle évoque sa récente rencontre et demande des détails. Il admet que c'était un désastre. La femme a critiqué les dents de Cooper et lui a conseillé de les réparer. Jordan apprécie que Cooper n'ait pas cherché à avoir des facettes après ce commentaire. Il attribue sa confiance à l'art du kintsugi, appris auprès d'un maître pendant son service militaire, ce qui lui a appris à accepter les imperfections. Tous deux sortent faire la fête, bien qu'ils doivent se lever tôt. Le lendemain matin, ils rejoignent Vincent au bureau du FBI. Elle leur communique rapidement la gravité et l'urgence de l'affaire, et les informe du massacre survenu sur le podium. Un événement que les médias appellent déjà le massacre de la mode. Vincent précise aussi avoir détecté des incidents similaires à Londres et Berlin ces derniers 6 mois. Bien qu'ils écartent dans un premier temps l'hypothèse d'un attentat terroriste, ils ne comprennent toujours pas l'origine ni la nature des explosions. D'un autre côté, dans le New Jersey, apparaît Jérémy, un homme obèse qui vit avec sa mère et passe la plupart de son temps à discuter avec des femmes sur internet. Il se sent très offensé lorsqu'une femme l'ignore au profit d'un client plus fortuné lors d'une discussion. Plus tard, il envoie un message de plainte à un contact, agacé, car le produit recommandé pour augmenter la taille de son membre ne fonctionne pas, et lui provoque seulement une inflammation gênante. Son interlocuteur tente de le rassurer, affirmant que les filles privilégient d'autres qualités à la taille. Il précise qu'il y a une autre alternative et lui donne aussitôt un numéro. De retour à Paris, Cooper et Jordan vont à la morgue pour obtenir le rapport du médecin légiste. Celui-ci leur montre les restes de la dernière victime. Et tout le monde. Tous sont bouleversés par l'ampleur de la liquéfaction du corps et la température élevée qu'il conserve encore, même après la mort. Malheureusement, même le médecin légiste ne peut pas offrir de réponse concluante. La seule chose qu'il a pu identifier est la présence d'un virus inconnu dans l'organisme de la victime. Une découverte aussi troublante qu'énigmatique. Jérémy se rend dans un centre de chirurgie esthétique à Indianapolis, suivant la recommandation de son contact. Une fois sur place, il se confie au spécialiste sur la façon dont le monde extérieur le fait se sentir profondément inesthétique. Son plus grand espoir est que le médecin le rende séduisant, ou en un chat, terme utilisé par le chirurgien pour l'idéal masculin. À Paris, les agents Cooper et Jordan examinent de nouveaux rapports médico-légaux sur d'anciens incidents. Ils découvrent avec surprise que toutes les victimes se sont soudain changées en mannequins de défilé, alors qu'aucune n'était présente sur les réseaux sociaux. En enquêtant sur une victime allemande qui a conservé son identité, Cooper découvre que la mère est décédée de cause naturelle. Il ordonne donc l'exhumation du cadavre. Pendant ce temps, il poursuit de nouvelles pistes. De retour au New Jersey, Jérémy va dans un bar après son opération du visage. Il se sent euphorique lorsqu'un groupe de femmes l'aborde en le trouvant attirant, passant la nuit à faire la fête, convaincu que sa nouvelle vie ne fait que commencer. Cependant, le charme s'estompe lorsqu'elle le laisse avec l'addition impayée. Furieux, Jérémy retourne au centre chirurgical le lendemain matin et tue la réceptionniste et plusieurs employés. Le médecin le convainc de lui accorder une dernière chance. Par la suite, le docteur transfère Jérémy dans la suite d'un luxueux grenier
lui assurant que la prochaine intervention changera radicalement son existence. À ce moment, Jérémy doute du médecin et pense le tuer avant de se suicider. Le docteur lui demande de se déshabiller en attendant Claire. Après son arrivée et le départ du médecin, Claire a des relations avec Jérémy. À son réveil, il souffre d'une fièvre brûlante et d'une soif insatiable. Soudain, sa température corporelle augmente et son corps commence à être enveloppé dans un cocon. Jérémy sort de la structure visqueuse, transformé en une personne différente. Au lieu d'être effrayé, il se réjouit de son apparence de véritable mâle alpha. Pendant ce temps, à Paris, Cooper et Jordan reçoivent les résultats du génome du virus, apparemment inconnu, qui ne se transmet que par les fluides corporels. Leur chef pense qu'il est artificiel. Face à la gravité croissante du problème, leur chef les envoie à Venise. Il s'avère qu'un mannequin italien est morte du même virus. Cooper et Jordan sont déjà à Venise. L'équipe locale, consciente du risque, porte des combinaisons spéciales. Cooper et Jordan s'équipent aussi et examinent la scène du crime. Ils trouvent la victime allongée sur le lit, la cavité thoracique exposée, et sur le mur, un hiéroglyphe égyptien qui symbolise la beauté, ajoutant une dimension symbolique troublante à l'affaire. À Rome, Antoine, un tueur professionnel, surveille sa cible, son employeur Byron, magnate de la technologie liée aux médicaments beauté. Le fugitif doit mourir lentement et douloureusement, puni pour avoir volé son sérum exclusif et les amplificateurs destinés à lui et à ses riches amis, pour les revendre au marché noir. Antoine finit par retrouver le fugitif et le capture sans hésiter. De retour à Venise, Cooper et Jordan récupèrent une vidéo publiée par la dernière victime sur Facebook. Le mannequin répète « Ne le fais pas ». La police ignore à qui s'adresse ce message, ni ce qu'il veut empêcher. Mais Cooper et Jordan estiment qu'ils recèlent un indice clé et choisissent d'enquêter plus sur la vie de la victime. Il reçoit alors un appel urgent. Ils doivent aller à New York le lendemain. Une nouvelle explosion a eu lieu, cette fois dans la cafétéria de Condé Nast, accentuant la tension entre eux. Jordan évoque sa relation sans engagement et rappelle les limites posées, jugeant injuste que Cooper la critique parce qu'elle voit d'autres personnes. Il lui assure calmement qu'il a confiance en sa propre valeur pour qu'elle continue de le choisir. Il réfléchit aussi à l'obsession sociale pour l'apparence et le sexe comme moyen de validation. Finalement, il la laisse au bar, où elle flirte avec un autre homme à l'hôtel Cooper. Il est attaqué par plusieurs individus. Il réussit d'abord à s'échapper, mais ils le poursuivent violemment dans les rues. Après un combat intense, il sauve sa vie en tuant 2 agresseurs. Pendant ce temps, Jordan se rend chez l'inconnu qu'elle a rencontré au bar et tous deux ont des relations intimes. Le lendemain matin, elle se réveille avec une fièvre brûlante et une soif incontrôlable. Tout comme Jérémy, elle commence à subir une métamorphose douloureuse et irréversible qui transforme son corps. Ensuite, nous voyons un flashback de l'incident. Dans la cafétéria de Condé Nast, 2 employés discutent d'actes esthétiques récents lorsqu'elle arrive. Harper, visiblement amaigri, pensant n'avoir qu'une simple grippe, affirme que cette prétendue infection lui a permis de perdre 2,5 kg en peu de temps. Aveuglée par la vanité, Brittany supplie Harper de lui tousser dessus pour être contaminée et ainsi perdre le même poids. Mais l'état de Harper se détériore rapidement. Elle devient violente, exige de l'eau et, avec une force inhumaine, projette Brittany par la fenêtre. Avant d'exploser, les fragments de son corps se dispersent dans toute la cafétéria, terrorisant les personnes présentes. En Italie, la police retient Cooper pour éclaircir les faits. Méfiant envers son badge du FBI et sa mission internationale, il l'interroge pendant 4 heures. Son impatience est interprétée comme de l'arrogance américaine, jusqu'à ce que Vincent intervienne pour le libérer. Cooper, inquiet pour Jordan, craint que ses agresseurs ne l'aient attaqué, et cherche à la localiser d'urgence. Pendant ce temps, Antonio conduit sa cible à son domicile. Avant de l'exécuter, il lui fait un sermon sur la cupidité, juste avant d'agir. Il reçoit un appel de Byron depuis la Croatie. Antonio dit que la mule sera prête quand on le laissera tranquille, mais Byron exige plus de rapidité et lui ordonne de voir le chirurgien esthétique. Antonio affirme s'être toujours trouvé beau, et Byron lui demande aussi de protéger Claire et le médecin présent auprès de Jérémy, Antonio. Hésitant, il suggère un autre mercenaire, mais Byron rejette l'idée. Ensuite, l'épouse de Byron lui demande de rendre visite à leur fils, qui est retombé dans la drogue, mais il refuse. Prétextant une réunion à Capri, Antonio reçoit un appel de son ex-compagne réclamant plus d'argent pour leur fils. Il accepte si elle promet de ne plus jamais le revoir. Cooper, de plus en plus inquiet par l'absence de réponse de Jordan, est informé par Vincent qu'ils ont déjà fouillé l'hôtel. Ses affaires sont intactes, et les caméras ne montrent rien de suspect. L'équipe enquête dans le bar où elle a été vue pour la dernière fois. Dominée par la culpabilité, Cooper s'en veut de l'avoir laissée seule. Vincent le prévient qu'à Washington la panique règne et qu'un avion l'attend, mais il veut rester jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Face à la possibilité d'une exposition, Vincent l'oblige à subir des tests médicaux, car ses agresseurs ont été testés positifs aux drogues de beauté. En promettant de retrouver Jordan, Antonio localise le chirurgien plasticien et l'intercepte, l'avertissant qu'il s'est impliqué dans une affaire bien plus grave qu'il ne pense. Il le menace avec une arme et explique que tôt ou tard les autorités chercheront quelqu'un avec une formation médicale. Bouleversé, le docteur assure ne pas avoir tué. Antonio mentionne Claire et exige des informations sur le marché dans lequel elle évolue. Le chirurgien avoue y accéder via le dark web, sur la recommandation d'un collègue, où l'on fait du commerce de dispositifs médicaux et parfois de corps humains. Il reconnaît être attiré par Claire, qu'il considère comme belle mais instable, et affirme qu'il a d'abord refusé. Lui donne-t-il un ultimatum ? Retrouver Jérémy, ou perdre quelque chose de plus qu'un bras sous la pression ? Le chirurgien appelle Jérémy en feignant un intérêt professionnel, lui assurant qu'il souhaite seulement vérifier les résultats. Jérémy, en pleine relation intime, répond avec enthousiasme qu'il se sent extraordinaire et qu'il n'a jamais été aussi bien. Le médecin lui indique qu'un suivi et une seconde dose sont nécessaires. En demandant l'emplacement de l'hôtel, Jérémy le fournit sans se douter de rien. Antonio, satisfait, élimine le chirurgien et suit la piste jusqu'à sa prochaine cible. Antonio fait irruption dans l'hôtel où séjourne Jérémy alors qu'il prend sa douche, le braquant est prêt à l'exécuter. Mais Jérémy se défend avec une violence inattendue. Pendant la lutte, Antonio prévient qu'il élimine les problèmes et que Jérémy en est un. Jérémy clame son innocence et ils se battent. Antonio demande s'il a informé la serveuse de sa maladie sexuellement transmissible. Jérémy affirme ne pas comprendre. Antonio exprime sa curiosité sur sa nouvelle apparence et réalise qu'il doit le maintenir en vie. Pour localiser la serveuse, il ordonne de l'appeler. La femme, déjà avec des symptômes inquiétants, répond et sans se douter du danger, lui donne son adresse, tandis que Jérémy propose de lui apporter de la nourriture et des médicaments. D'un autre côté, Cooper reçoit un résultat négatif au test du virus, ce qui lui procure un soulagement momentané. Cependant, son supérieur lui ordonne de retourner à New York seul et de se concentrer sur l'affaire, tandis que l'équipe continue les recherches. La priorité institutionnelle prévaut sur ses préoccupations personnelles. En route vers la maison de la serveuse, Antonio essaie d'expliquer à Jérémy qui est son musicien préféré. Nerveux, Jérémy tente de sortir de la voiture, mais Antonio l'en empêche. On n'abandonne pas une voiture, en plein succès de Christopher Cross. Il explique que dans les années 80, Cross était un phénomène, avec 5 disques de platine et 5 Grammy, mais sa carrière s'est effondrée rapidement. Populaire avant les réseaux sociaux, beaucoup le voyaient comme un type ordinaire, chauve et en surpoids. Antonio avoue l'admirer, la voix d'une génération, mais avec MTV sa célébrité s'est dissipée. Le monde est dur avec ceux qui ne paraissent pas parfaits. Ils arrivent chez la serveuse, qui résiste. Dans un tournant inquiétant, Jérémy l'élimine pour protéger Antonio. Il pointe alors son arme sur Jérémy, prêt à tirer, mais il est surpris. Le jeune homme, sans peur ni remords, l'encourage à en finir, affirmant n'avoir rien à perdre. Ces paroles frappent Antonio, qui décide de ne pas tirer. L'emmène dans un restaurant et, pendant qu'ils discutent, il le tient discrètement en joue. Jérémy raconte des épisodes de son passé marqués par le mépris et l'indifférence. Antonio révèle qu'il a 65 ans et qu'il est infecté par le virus à un stade précoce et pur. Une thérapie génique en laboratoire utilisant de l'ARN viral qui remodèle le corps en une seule dose, proche de la fontaine de jouvence. Le médicament, volé par un technicien, s'est retrouvé sur le marché noir et s'est propagé sexuellement comme un virus. La société, redoutant un scandale avant son entrée en bourse, a recruté Antonio pour éliminer les infectés et limiter la catastrophe, avoue-t-il. Il considère Jérémy comme un apprenti potentiel. Après avoir vu comment il a éliminé sans hésiter le personnel chirurgical et la serveuse, Jérémy rit d'abord, puis prend une expression grave et troublante. À New York, Cooper visite la scène. La police retient plusieurs employés de Condé Nast testés positifs après contact avec les fluides de Harper, sans savoir comment agir. Cooper doit interroger l'un des rares qui a été testé négatif, dans l'espoir d'obtenir des informations clés sur l'ampleur réelle de la menace. Dans un flashback, Cooper se remémore ses instants avec Jordan près de la fontaine aux souhaits, où ils parlent de leur livre préféré. Cooper lance une pièce en souhaitant que Jordan ne l'aime pas, ce qui intrigue Jordan, qui lui demande pourquoi. Et Cooper admet craindre qu'elle ne lui manque trop pour certaines choses. De retour au présent, Cooper interroge ceux qui se trouvaient dans la cafétéria de Condé Nast lorsque Harper a explosé. Ashley parle d'abord de politique du travail, puis demande ses analyses de sang. Cooper répond qu'elles ne sont pas prêtes. La tension monte lorsque Ashley admet qu'il avait des relations sexuelles avec Harper et qu'il était amoureux d'elle, même si elle ne le considérait que comme une option. Cooper envoie un message, puis des agents surgissent et emmènent Ashley.
Il tente de fuir, mais est maîtrisé et sédaté. Cooper met une combinaison de protection et interroge Manny, un proche de Harper. Déjà exposé au virus, les médecins surveillent son état, mais ne parviennent pas à réguler sa température. Manny, terrifié et anxieux, est piqué plusieurs fois, tandis que Cooper tente de le calmer pour qu'il révèle avec qui Harper couchait. Désespéré, Manny parle de ses chiens, de son petit ami, et supplie de retrouver sa famille et sa liberté. Soudain, son corps se tord à l'extrême, ses yeux saignent, il s'arrache la peau du bras pour se libérer, vomit et attaque les médecins. Cooper ferme les sorties, mais Manny, étonnamment fort, s'échappe dans les couloirs. La transformation continue sans contrôle. Cooper le rattrape, mais Manny interrompt 2 chirurgiens dans une salle d'opération et accède à la pièce où sont gardés greffons de peau et corps des donneurs. Cooper ordonne d'ouvrir les portes et découvre le cocon vide laissé par Manny. Manny contemple son nouveau reflet dans la vitre. Un instant de panique l'envahit, puis rempli de rage, il accuse Cooper et se jette sur lui. Il lutte pour l'arme. Manny l'attrape en premier et tente de tirer, mais il rate. L'arme tombe et Manny poursuit sa fuite. Une infirmière remet à Cooper une seringue chargée de propofol. D'autres gardes en combinaison de protection font irruption et acculent Manny, juste au moment où Cooper arrive, déclenchant une nouvelle lutte. Cooper parvient à lui injecter une dose, mais Manny reste actif. Dans une ultime tentative, Cooper utilise le pistolet électrique. Manny s'effondre et les gardes viennent l'arrêter. À Rome, Jérémy et Antonio profitent d'une journée de shopping. Plus tard, Antonio observe Jérémy avec une jeune femme et lui conseille d'éviter d'échanger de la salive, lui apprenant à profiter sans risque. À la fin, Antonio paie discrètement la jeune femme. Ensuite, ils vont à l'aéroport pour embarquer dans un jet privé. Pour retrouver Byron, celui-ci passe au laboratoire pour son rappel mensuel avec le Dr Ray. Il salue son optimisme face à la situation extérieure, et Byron répond que la journée est excellente. Michael Bay a accéléré la post-production et la campagne publicitaire de l'injection sera prête le 9 septembre, journée internationale de la beauté, date de lancement du médicament. Il admet que la diffusion de modèles exploités n'est pas idéale, mais que c'était inévitable. Les produits innovants génèrent un marché noir à des prix ridicules. Il ordonne à Ray d'accélérer la production maintenant que la cétose par ignition est maîtrisée, et de rejoindre le plan d'expansion accéléré. Ray lui avertit que le médicament nécessite encore des tests, car il a muté en dehors du laboratoire et a créé des variantes. Byron s'en moque, il ne voit que l'argent dans ses injections de remplissage Instagram. Convaincu que ceux qui peuvent rester jeunes indéfiniment paieront n'importe quel prix, comme des diabétiques qui réclament de l'insuline. Plus tard, Byron observe Antonio recevoir des rappels et ordonne à Ray de diluer les doses, doubler la production et changer la périodicité de mensuel à hebdomadaire, tout en maintenant le prix. À New York, Cooper rentre chez lui et appelle Jordan, sans réponse, n'obtenant que le répondeur. Il passe chez sa voisine pour récupérer son chat et découvre, avec tristesse, qu'il est mort il y a 2 mois. De retour chez lui, il fait un cauchemar avec Jordan. Réveillé par un coup à la porte, il découvre une personne éclatante qui se présente comme Jordan Cooper. Surpris, il pointe son arme sur Jordan et lui pose des questions pour confirmer son identité. Elle réussit le test et ils s'enlacent tous les deux. Pendant ce temps, dans un autre quartier de New York, Nate visite un bordel sans savoir qu'Antonio et Jérémy le suivent. Le lendemain matin, il le confronte chez lui et exige de savoir comment il a contracté le virus. Nate, à contre-cœur, avoue qu'il a engagé une travailleuse du sexe via le dark web. Antonio avertit que sa charge virale est très élevée. Nate affirme n'avoir été avec personne d'autre, mais Antonio le réprimande. Il l'a vu la veille, filmer ce qu'il nomme la sentence de mort devant tous. 2 des 4 personnes en contact avec Nate sont déjà mortes. Pendant ce temps, Byron ordonne à Antonio de s'occuper de Cooper, pour éviter que le FBI n'obtienne plus d'informations sur le virus. L'existence d'une personne infectée l'inquiète-t-elle sérieusement ? Cooper et Jordan sortent dîner. Jordan partage son expérience. Il pense avoir été contaminé par ce garçon. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il n'était déjà plus là. Quand Cooper lui demande s'ils ont utilisé une protection, elle répond avec reproche et réfléchit à son impulsivité, ayant simplement été attirée par lui. Après la première panique, elle a commencé à s'apprécier, profitant de l'attention et de l'admiration des autres. Puis, elle a eu l'impression d'être traitée comme un objet à acheter ou posséder, suscitant en elle de la haine pour son apparence et pour elle-même. Cooper, ferme et rassurant, lui dit qu'elle a toujours été belle et promet de l'aider. Il refuse d'aller voir les autorités pour éviter qu'elle ne devienne un sujet de laboratoire. Des modèles qui ont explosé. Il estime que le risque durera 1 an et demi, peut-être 2. Pendant le trajet, Jordan essaie d'embrasser Cooper, mais il l'arrête par souci de sécurité. À leur arrivée à l'immeuble de l'appartement, la scène les laisse sans voix. Nate gît mort sur son lit, la cavité thoracique ouverte. Nous repartons 2 ans en arrière, retrouvant un Byron vieilli par les années. Malgré les rides et la fatigue évidente, il affiche un enthousiasme débordant pour un nouveau projet,
et cherche à partager cette joie avec son épouse. Cependant, elle se montre impatiente et épuisée, lasse de poursuivre ce qu'elle considère comme une vaine obsession pour la supposée fontaine de jouvence. Elle l'accueille cordialement, non par affection, mais pour éviter un inconvénient financier. Byron lui annonce que le lendemain, il s'envolera pour New York sans aucun intérêt à voir son fils, qui est en cure de désintoxication. Le lendemain matin, un groupe de milliardaires arrive dans un manoir privé isolé à New York. Leur objectif est de découvrir les dernières découvertes de Byron et d'avoir une réunion avec le docteur Ray Byron. Il leur assure que cela vaudra leur temps et leurs attentes. Ray, avec son charisme scientifique habituel, prend le contrôle de la présentation et persuade les milliardaires qu'il s'agit de la prochaine évolution de la science, capable de leur offrir une immortalité sans précédent et pour lui, la possibilité de remporter un 3e prix Nobel. L'exclusivité du projet fascine les participants. Seuls eux connaîtront ce secret, les préparant à devenir les premiers humains immortels. Les milliardaires sont emmenés dans une salle spécialement équipée. Ray affirme que ce sera sûrement le plus beau jour de leur vie. Byron, méticuleux, insiste pour garder son sac en cuir marron près de lui, tandis que Ray administre la dose à chacun des présents. Après une métamorphose douloureuse et extrême, les milliardaires renaissent avec des corps jeunes et vigoureux, s'émerveillent devant la perfection et la vitalité de leur nouvelle apparence, célébrant leur renaissance. Cependant, les plans de Byron sont bien plus sombres. Soudain, il sort un pistolet de son sac et tire sur eux tous sans pitié, puis il s'approche de Ray en le visant directement. Ray supplie pour sa vie, mais Byron, froid, lui rappelle qu'une catastrophe ne justifie pas d'annuler les assurances. Il lui ordonne de se lever et de marcher. Par la suite, Byron monte à l'étage supérieur, se nettoie et en redescendant, élimine son équipe de tueurs. Tandis que Ray regarde avec horreur, sans montrer la moindre hésitation, Byron monte dans son hélicoptère avec Ray, laissant derrière lui le manoir enveloppé de flammes. Byron a une rencontre intime avec une hôtesse de l'air, tandis que Ray, attaché à une chaise, regarde impuissant avec une voix ferme Ray. Il lui rappelle qu'il est évident qu'il n'a pas prêté attention à sa propre présentation. Le sérum reste actif dans son sang et dans ses fluides, et son efficacité dépend de ses propriétés pathogènes. Il précise qu'ils ne savent pas encore comment un virus aussi virulent agira avec une incubation aussi brève. Il précise qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour étudier toutes les inconnues de la substance. Après la réunion, Byron va aux toilettes pour s'examiner à nouveau. Son enthousiasme est incontrôlable, il se sent inarrêtable, euphorique face au changement qu'il a vécu. Ray poursuit en énumérant tous les risques et défaillances possibles de l'expérience. Il lui rappelle que Byron a abandonné ses amis, poussé par l'opportunité économique que représentait le médicament, le laissant, lui, en vie, uniquement pour développer ce qui pourrait devenir le plus grand médicament anti-âge de l'histoire, une source moderne de jouvence extrêmement lucrative. Ray insiste pour convaincre Byron de ne pas mettre fin à sa vie, mais il l'avertit aussi d'un détail crucial. Il a probablement déjà infecté la femme, et si elle contamine d'autres personnes avec qui elle a des relations, la valeur du sérum sur le marché diminuera. Cependant, à l'atterrissage, le garde du corps de Byron élimine l'hôtesse de l'air, éliminant ainsi tout risque d'exposition. Pendant ce temps, Byron et Ray se dirigent vers le laboratoire. Byron est euphorique et soumet son corps à quelques tests, profitant de la sensation de sa nouvelle vitalité. De retour à sa résidence, il nage et s'adonne au plaisir que lui procure son corps renouvelé, tandis que le personnel s'occupe de lui sans poser de questions. Le soir, il se présente devant son épouse, Franny. Au début, elle est choquée par sa transformation physique, mais elle ne se laisse ni intimider ni dominer comme Byron l'espérait. Au lieu de cela, elle se moque de sa vanité, soulignant son insécurité et son caractère vil. Même lorsque Byron essaie de répéter sa présentation pour le grand jour du lancement, Franny refuse de l'aider, lui rappelant que la seule personne qui se souviendra de lui sera sa mère. Et uniquement à cause de la douleur infligée à la naissance. Voilà son insignifiance, dit-elle froidement, refusant son intimité et sa promesse de changement. Pendant ce temps, au laboratoire, Ray découvre une découverte alarmante et la communique à Byron. Les dernières données indiquent que 855 jours après l'injection du virus de la beauté, une réaction catastrophique appelée cétose d'ignition se déclenche. Byron perd son sang-froid et menace de tuer Ray, qui supplie pour sa vie en assurant qu'il peut résoudre la situation. Il propose de créer des amplificateurs et stabilisateurs qui réduiraient le risque et pourraient être vendus pour augmenter les profits. L'idée intrigue Byron, qui lui accorde 6 mois pour résoudre le problème et obligerait à s'agenouiller devant lui, avec un air de supériorité. Il se prend pour un dieu, se croyant maître de la science, de la beauté et de la vie. Après cet incident, Ray a intégré de nouveaux chercheurs au laboratoire et a organisé la recherche en différents groupes, de sorte que les techniciens ne sachent pas exactement sur quoi travaillaient leurs collègues.
Dans ce contexte, nous faisons la connaissance de Maïk et Clara. Maïk est timide, peu sûr de lui, et se sent seul. Clara, son amie, traverse une période de transition compliquée et fait face à de multiples difficultés. Pourtant, elle pousse Maïk à se rapprocher de Jen, la jeune fille qui lui plaît, et travaille à un autre étage du laboratoire. Avec tristesse, Jen avoue à Maïk qu'elle est ses fiancée, et le voit seulement comme collègue. Maïk, bouleversé par ce rejet, trouve du réconfort auprès de Clara, patiente et proche. Le laboratoire se retrouve isolé plusieurs heures. Un agent de sécurité informe Maïk que le problème vient de la zone 4 où travaille Jen. Jen avait dit que des expériences sur des animaux étaient menées et qu'elle s'était liée à un chimpanzé nommé Larry. Cette nuit-là, Maïk trouve Jen pleurant devant le laboratoire. Il lui demande ce qui s'est passé pendant le confinement, et Jen raconte que le sérum a transformé Larry en une version parfaite de lui-même. Mais quelque chose a mal tourné. Le chimpanzé est devenu agressif. Elle montre à Maïk sa main mordue et garde la culpabilité de ce qui s'est passé. Finalement, ils ont dû sacrifier Larry pour arrêter l'attaque. Au matin, il partage avec Clara l'incident que Jen lui a raconté. Tous deux sont curieux au sujet du sérum qui a transformé Larry, et se souviennent que Jen avait mentionné qu'il était stocké dans le cryostockage. Clara convainc Mike de chercher un moyen de l'obtenir, pensant que le sérum pourrait l'aider dans sa transition. Et en même temps, donner à Mike la satisfaction qu'il désire tant. Convaincu et désespéré, Mike parvient à déjouer la stricte sécurité du laboratoire, prend 2 sérums et rentre chez lui. Là, il s'en injecte un et subit une métamorphose douloureuse, mais jeune et renouvelé de lui-même. Fasciné par le résultat, il décide de rendre visite à Clara. En sortant de chez lui, il croise Antoine dans les escaliers, mais ce dernier ne le reconnaît pas. Mike apporte le sérum à Clara. Elle prend peur en croyant qu'il n'est pas vraiment lui. Mike lui assure que même si son apparence a changé, il reste la même personne. Il lui avoue qu'il a volé 2 sérums, des instruments capables de transformer les gens. Surprise par le résultat, Clara hésite puis accepte de l'essayer, espérant que son apparence corresponde à ses sentiments. Mike lui donne le sérum et le lendemain, Clara se réveille magnifique. Reconnaissante, elle remercie Mike pour son courage et sa confiance. 2 ans plus tard, Antonio finit par retrouver Mike et l'élimine, exécutant les ordres de Byron. Cette vidéo existe grâce aux membres du club élite d'N-Minutos, qui soutiennent la chaîne et rendent possible les résumés hebdomadaires de films et séries. Toi aussi, rejoins ce groupe exclusif. Consulte des résumés instantanés de films à l'affiche, ou demande-moi celui que tu veux. Accède à des contenus que personne d'autre ne voit. Et, le plus important, reçois la reconnaissance et les remerciements de toute la communauté. En tant que personne qui rend ce projet possible, n'y pense plus. Rejoins la famille dès maintenant avec le bouton qui dit « Rejoindre ».